Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la transition touristique des territoires. Je suis Svetlana Mikhalieva, je travaille en tant que consultante pour UN Environment, qui est en fait une nouvelle appellation pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Avant que nous ne commencions ce webinaire, j'aimerais vous donner quelques explications sur l'outil GoToWebinar. La session est enregistrée, l'enregistrement sera mis en ligne à la fin du webinaire. Je vous ferai parvenir le lien pour s'y connecter par email. Vous êtes libre de partager cet enregistrement tant que vous vous référez au programme du tourisme durable de TNVFP. Tous les participants sont actuellement en mode écoute. Si vous avez une question, n'hésitez pas à écrire dans l'espace prévu à cet effet sur le panel. Je compilerai vos questions et je les transmettrai au modérateur à la fin de la session. Nous aurons entre 15 à 20 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos interrogations à nos intervenants. Ce webinaire, quatrième du cycle, a été développé dans le cadre du programme du tourisme durable du TNVFP et un fruit de collaboration entre UN Environment, gouvernement français et le gouvernement marocain qui accueillera cette année la prochaine COP à Marrakech. L'objectif du présent webinaire est d'explorer comment les territoires pourraient intégrer efficacement le tourisme durable dans leur modèle de développement. Sans plus attendre, je fais passer la parole à Eric Rollet, qui est coordinateur de l'association DEFISMED et votre modérateur pour cette session. Eric, c'est à vous. Bonjour et merci Svitlana, et bien bienvenue à tous. Effectivement, nous allons pouvoir parler pendant une petite heure de cette question de la transition touristique des territoires dans un contexte extrêmement porteur avec beaucoup d'enjeux, et vous allez le voir avec nos deux intervenants, beaucoup de défis à relever. Effectivement, une nouvelle économie des territoires se dessine-t-elle? Peut-elle allier de manière ingénieuse une transition du tourisme, et qu'est-ce que c'est qu'une transition du tourisme, avec le développement durable? Alors pour aborder ces points de vue, deux intervenants, Pierre Torrente, qui est directeur adjoint de l'ISTIA, l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui est une antenne de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, et puis Samia Khalifa ensuite, en Tunisie, qui est chercheur et professeur à l'Université de Toulouse et qui travaille pour le compte de différents laboratoires, dont le LMI Méditerre de l'IRD, qui est également vice-présidente de l'association DEFIMED. Alors on va commencer avec Pierre qui va pouvoir nous poser les problématiques de cette transition touristique des territoires, de cette nouvelle économie. C'est à toi Pierre. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de participer à ce webinaire. Donc effectivement, je vais essayer dans les 15 minutes de vous présenter un petit peu quelques enjeux sur le tourisme, facteur de développement territorial. Donc avec un postulat de départ, c'est essayer de comprendre quelle relation on peut établir entre une activité touristique et un développement des territoires, et j'essaierai de mettre l'accent évidemment sur les questions de climat et le réintégrer dans le processus de changement climatique. Donc, diapositive suivante. Donc tout d'abord, essayant de poser le cadre, donc cette diapositive, elle met en avant tous les ingrédients, si je puis dire, qui permettent de bien comprendre ce qu'est une activité touristique facteur de développement. Donc d'abord, ce qui est important, c'est de dire qu'une activité touristique, c'est un déplacement d'un point A vers un point B. Ce point A, c'est notre univers quotidien, celui dans lequel nous évoluons et qui est souvent référencé par rapport à notre activité professionnelle. Et le point B, c'est notre lieu de villégiature, notre lieu de vacances, que j'appelle notre lieu inhabituel. Voilà. Et ce déplacement, il devient touristique lorsque l'individu qui souhaite se déplacer va mobiliser son temps libre, c'est-à-dire le temps qui n'est pas contraint, et dans nos sociétés, au moins les sociétés industrialisées, c'est le temps qui n'est pas travaillé, c'est la mobilisation des moyens financiers, c'est-à-dire la capacité que l'on a à trouver soit directement le financement, soit les parades au financement. Exemple aujourd'hui, le covoiturage qui se développe de plus en plus.
Donc c'est ce deuxième fondement qui est nécessaire pour cette activité. Le troisième, c'est effectivement la liberté de se déplacer, la capacité qu'à la fois un territoire a à faciliter les déplacements de ses touristes et à la fois, je dirais, l'environnement qui permet un déplacement. Donc je pourrais prendre des exemples, la question, les questions sanitaires, les questions politiques, les questions culturelles, les questions linguistiques, etc., qui sont souvent des freins au déplacement. Et enfin, le dernier fondement que je mets en évidence et qui doit être vérifié simultanément avec les trois autres, c'est ce que j'appelle, et c'est un des plus importants peut-être, la liberté pour les populations locales d'accueillir, c'est-à-dire donnons la possibilité aux populations qui sont sur un territoire touristique de choisir de vivre et parfois de survivre de l'activité touristique ou d'utiliser un autre secteur d'activité pour pouvoir se développer et pour pouvoir vivre correctement sur leur territoire. Une fois que ces quatre fondements ont été vérifiés et sont vérifiés, j'ai essayé de regarder dans l'histoire du tourisme comment s'est structurée cette activité touristique au travers de principes et toujours dans les mêmes approches de savoir comment fonctionne cette activité touristique dans un processus de développement. Et là, on est au cœur du sujet puisque un des premiers principes qui structure l'activité touristique, et j'allais dire quasiment l'essentiel des déplacements dans le monde, c'est la condition climatique, c'est-à-dire qu'on se déplace pour essentiellement la recherche d'un climat particulier. Donc si je trace à grands traits pour ne pas dépasser le temps, c'est l'été, on va chercher le soleil. Alors quand je dis l'été, ça peut être l'hiver dans d'autres hémisphères, mais on va rechercher le soleil et aujourd'hui dans un certain nombre de destinations, et en Europe en particulier, mais aux États-Unis, au Canada, on va aller chercher la neige en hiver, donc on voit bien que le climat est déterminant. Voilà. J'y reviendrai après dans leur qualification. Le deuxième principe et le deuxième ingrédient qui structure une activité touristique facteur de développement, c'est la durée du séjour, donc c'est-à-dire la capacité qu'un territoire a à maintenir plus ou moins longtemps les touristes sur son territoire. Le troisième, c'est ce que j'ai appelé la fidélisation, toujours de la même façon, c'est la capacité que va avoir un territoire à fidéliser ses clients, à leur donner les moyens de revenir sur le territoire. J'expliquerai pourquoi j'ai mis cela en évidence. Le quatrième, c'est la présence de commerce et de services avec un mode de fonctionnement qui est particulier, c'est le bon équilibre, ce que vous avez peut-être certains déjà entendu parler, ce qu'on appelle les capacités de charge. C'est aussi la capacité qu'un territoire a organisé ses services et à les mettre en perspective avec le nombre de touristes qu'il accueille pour trouver le bon équilibre entre qualité de service, nombre de touristes et puis je dirais argent dépensé par les touristes. Et enfin le dernier, c'est la place de l'activité touristique dans le système économique du territoire et le système de développement du territoire où effectivement il y a deux grands schémas que l'on rencontre aujourd'hui. Premier schéma, c'est l'activité touristique est une activité complémentaire d'autres secteurs d'activité tels que l'artisanat, l'industrie ou l'agriculture. Et dans d'autres situations, l'activité touristique est ou est devenue l'activité principale, voire par moment la mono-activité sur un territoire. Alors ces 5 principes, d'où viennent-ils? Eh bien j'ai regardé, comme vous le voyez sur la diapositive, j'ai regardé un petit peu l'histoire du tourisme et j'ai considéré que les 4 fondements étaient mobilisés pour la première fois au moment de l'hivernage des Anglais au XVIIIe, XIXe siècle, et j'ai identifié ces 5 principes et j'ai établi une situation de référence. Au moment où le tourisme se met en place pour la première fois sur le territoire, on s'aperçoit que le principe climatique est traité à très faible risque. On vient passer l'hiver en bord de mer et à partir de ce moment-là, on ne vient pas rechercher le soleil, mais on vient chercher un climat plus favorable que dans son lieu de domicile habituel. Donc on a un risque climatique très faible. On a une durée de séjour qui est très importante. On vient passer 3 à 4 mois sur un territoire. On voit aujourd'hui ou en année des durées de séjour. On a une fidélisation de clientèle très importante. On vient et on revient passer tous les hivers sur le même territoire. On a un principe de service qui fonctionne de la manière suivante. Peu de services, peu d'individus et peu de touristes, génèrent en proportion énormément de services et l'activité touristique est bien une activité complémentaire. Donc ça, c'est le cadre pour moi de référence qui me permet de dire, lorsque l'on réunit les 4 fondements, lorsque les 5 principes se comportent comme je viens de les décrire,
on peut considérer que l'on a une activité touristique facteur de développement. On voit bien avec le bas de la diapositive que arrive un certain nombre d'événements, notamment, et pour faire simple, une recherche de démocratisation de l'activité touristique, donc dans un certain nombre de pays, l'arrivée des congés payés, qui ne sont rien d'autre que du temps libre avec des moyens financiers, et à ce moment-là, on se retrouve avec l'arrivée de ce qu'on va appeler le tourisme de masse, que je préfère appeler le tourisme de grand nombre, mais un nombre plus important, voire par moments très important d'individus qui viennent sur les sites touristiques. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les 5 principes existent toujours, c'est bien eux qui structurent l'activité touristique, mais on se retrouve avec une inversion de ces principes. On vient rechercher le soleil, on vient rechercher la neige, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout d'un coup, on passe d'un risque climatique faible à un risque climatique élevé. Et aujourd'hui, on sait, c'est pour ça que j'ai mis 2 petits cercles rouges, ça fait partie des grands enjeux aujourd'hui de l'activité touristique, et j'y reviendrai tout à l'heure, comment réduire le risque climatique pour que cette activité touristique reste facteur de développement. La durée du séjour, parce qu'on s'adresse au plus grand nombre et à des familles peut-être qui ont moins les moyens, on se retrouve avec une durée et une évolution de la société, notamment de la société industrielle, on se retrouve avec une durée de séjour qui baisse considérablement, et en parallèle, le tourisme se développe, et j'y reviendrai tout à l'heure, et donc on a une offre qui se multiplie, et on a également, je dirais, une activité touristique qui devient un phénomène sociétal, et la fidélisation sur les territoires diminue parce qu'aujourd'hui, il est, j'allais dire, presque de bon ton, si vous me permettez cette expression, de ne jamais revenir dans un même lieu et plutôt de pouvoir socialement revendiquer un nombre le plus important possible de destinations touristiques comme lieu de vacances personnelles. Le 4e principe s'inverse, de plus en plus de gens arrivent sur des territoires et sur des destinations touristiques et on se retrouve avec peu de services qui, en proportion du nombre d'individus qui accueillent ce grand nombre de touristes, et c'est à ce moment-là que l'on a une des premières dérives de l'activité touristique avec une chute de la qualité de service qui fait chuter le prix et qui nécessite une augmentation du nombre de touristes, et c'est là que l'on voit, je dirais, les premiers dérapages en matière de gestion de la ressource. Et enfin le dernier, cette activité touristique qui devient de plus en plus prégnante sur les territoires devient une activité principale. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc qu'est-ce que ça met en évidence? Le cycle touristique, et là je vais très vite, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, grâce à l'analyse de ces principes sur un territoire, on s'aperçoit qu'il y a une destination touristique qui se construit avec une minorité d'individus que j'ai appelé une élite, qui n'est pas simplement financière, mais qui est le peu d'individus qui ont accès en premier aux vacances, qui est rejoint aussitôt par la masse qui va dans les mêmes destinations, qui fait fuir cette élite, et c'est ainsi qu'on a développé le tourisme international avec ce cycle que j'ai décrit en 2 phases. L'élite attire la masse fait fuir l'élite, et l'élite crée une nouvelle destination. Aujourd'hui, un scénario doit se mettre en place, soit on continue et on peut se retrouver avec le cycle qui se perpétue. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus, donc la masse s'est installée un petit peu partout là où elle pouvait s'installer sur notre planète, avec un certain nombre de sites de tourisme de masse que l'on retrouve en Méditerranée, que l'on retrouve en Asie, que l'on retrouve sur nos côtes d'Europe, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile à cette élite, c'est-à-dire cette minorité d'individus qui fuient lorsqu'elle voit arriver un nombre important de touristes, de trouver de nouvelles destinations. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas de nouvelles destinations géographiques qu'elle trouve, il y en a encore quelques-unes, mais c'est plutôt les nouvelles formes de tourisme. Et en particulier, ce sont les formes de tourisme que l'on peut appeler tourisme équitable, tourisme solidaire, tourisme responsable, toutes ces nouvelles formes de tourisme. Donc, ces nouvelles formes de tourisme sont là et elles sont identifiées parce que les principes correspondent bien à la première phase du tourisme que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, et notamment par rapport à notre sujet, avec la prise en compte du climat qui est traité avec un très faible risque. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le grand défi du XXIe siècle, est-ce que c'est
nouvelles formes de tourisme, si effectivement on considère que ce sont le tourisme d'élite, ces formes de tourisme responsable, solidaire, est-ce qu'elles vont attirer la masse demain? Auquel cas, on risque d'avoir de nouveau l'inversion du principe climatique et surtout l'incapacité de ces territoires à gérer des grands flux. Donc ça, c'est le scénario que j'appelle pour moi catastrophe. Soit, et ça a été présenté dans l'introduction tout à l'heure par Eric Rollet, c'est ce que l'on appelle la transition touristique. Est-ce qu'on est capable d'identifier un autre scénario? Et l'autre scénario serait sur un même territoire, mais peut-être pas dans les mêmes endroits sur le territoire, de faire cohabiter un tourisme dit de masse et ce fameux tourisme d'élite avec ces nouvelles formes de tourisme, avec un des grands enjeux et un des grands paris, c'est que le tourisme dit d'élite, le tourisme responsable, solidaire sur ce territoire, soit un moteur pour faire en sorte que le tourisme de masse devienne le plus durable possible, parce que c'est là l'enjeu du XXIe siècle. Comment ces sites de tourisme de masse aujourd'hui, qui ne doivent absolument pas disparaître, c'est une nécessité pour répondre aux enjeux de la demande, mais que l'on doit aujourd'hui ramener vers davantage de durabilité. Et parmi les enjeux de la durabilité, il y a effectivement la nécessité aujourd'hui de diminuer le risque climatique, c'est-à-dire la prise en compte dans l'activité touristique du facteur climat qui doit être absolument diminué. Et ça m'amène à la dernière diapositive, s'il vous plaît, qui m'amène à utiliser une loi qui est issue de l'industrie, qui est ce que j'appelle la loi de la Omeroy. La particularité de l'activité touristique, c'est que le touriste vient sur le lieu de production. Donc, si je résume vite mon premier schéma, j'ai essayé de décrire le circuit économique avec ses habitants, le H, PL, les produits locaux, et C, le volume de consommation, et PE, c'est ce que j'ai appelé les produits extérieurs. Les produits extérieurs, eh bien c'est le soleil quand on vient bronzer, c'est la mer, c'est la neige quand on vient skier, c'est la montagne, c'est la forêt, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé l'activité touristique avec des produits extérieurs qui étaient accessibles librement, la mer, la forêt, la montagne, et on a adapté par changement d'activité souvent et de fonction d'espace ou fonction de bâtiment, c'est ce que j'appelais les produits locaux, une bergerie est devenue un bar, un magasin de souvenirs, et on a calé un circuit économique, c'est ce qui est en bleu, un circuit économique qui est strictement calé sur ces territoires, sur le circuit touristique. Ça veut dire que demain, quand il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de circuit économique. D'où ma proposition du dernier schéma, et j'en aurai terminé, c'est qu'il faut absolument, en orange, si vous le voyez, développer ce circuit domestique, c'est-à-dire faire en sorte que le territoire puisse vivre en dehors du touriste, créer des produits extérieurs directement dédiés à l'activité touristique, rendre le site naturel et la mer, la plage, etc. comme élément de valorisation des produits extérieurs, et on bâtit un circuit économique et à côté un circuit domestique pour maintenir l'indépendance des deux circuits et éviter que le tourisme soit le seul moteur de développement. Donc conclusion, ça veut dire faisons en sorte que le tourisme sur un territoire, pour minimiser le risque climatique, soit une activité totalement complémentaire et surtout pas une activité principale. Voilà très rapidement, je vous l'avoue, présenter les grands enjeux et les grands défis du tourisme au XXIe siècle dans le cadre de la transition touristique. Voilà. Merci Pierre, c'était très clair et j'espère que cela a été pour tous ceux qui ont pu nous suivre. Je rappelle ce que Svitlana nous a dit, hein. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on essaiera bien sûr de reproduire toutes les questions dans la deuxième partie. Samia Khalifa, donc toi également tu as pu travailler sur cette question de la transition du tourisme dans les territoires. Alors c'est à ton tour de nous présenter ton point de vue, puis après on pourra débattre un petit peu. Merci. Merci Eric, merci à tous pour cette invitation. Alors moi je vais aborder la thématique de ce webinaire d'un autre côté, puisque je viens d'un monde qui n'est pas du tout celui du tourisme, mais celui du développement des territoires ruraux et de la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes. Je commencerai par le titre de mon intervention, engagement des territoires et des populations dans le combat contre le changement climatique à travers les nouvelles formes de tourisme.
trois mots pourraient attirer mon attention ou attirent mon attention, qui sont les changements climatiques. Le deuxième terme est celui du tourisme et le troisième terme, c'est population locale et territoire. Alors, commençons par les changements climatiques. Nous vivons aujourd'hui sous la pression d'un discours alarmiste sur les changements globaux en général et surtout les changements climatiques. Alors, il faudra rappeler peut-être que le climat a toujours changé dans l'histoire de la planète. Il change actuellement et il continuera à changer. Sauf que la nouveauté est que la pression et l'activité anthropique et l'activité humaine observée aujourd'hui, accélérée par l'avènement de deux changements majeurs, à mon avis, qui est les choix de développement et la globalisation comme premier facteur majeur, et l'avènement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, de l'autre, qui ne font qu'accélérer ces changements à un rythme auquel les écosystèmes n'arrivent plus à s'adapter, et encore moins les populations locales. Alors le deuxième mot, c'est ce terme de tourisme. Le tourisme, avec une des industries les plus importantes actuellement, avec deux contextes différents au nord et au sud de la planète, et donc précisément de la Méditerranée, puisque c'est la première destination touristique. Et donc, on pourrait résumer ça à une différence de contexte entre les pays émetteurs et les pays récepteurs de cette activité touristique aujourd'hui. Alors, troisième mot, population locale et territoire. Là aussi, une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les populations locales ne sont pas impliquées de la même manière au Nord et au Sud. Alors, diapositive suivante, je vais essayer d'illustrer ça à partir du cas particulier de la Tunisie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai choisi trois facteurs. La Tunisie, qui est une des destinations touristiques, surtout avant le printemps arabe et la révolution de 2011, est caractérisée par un tourisme principalement balnéaire, où la consommation d'eau atteint une moyenne de 520 litres d'eau par nuitée passée. Alors, 520 litres d'eau qui, dans les schémas de calcul de charge et du coût de la nuitée, sont comptabilisés par le prix économique de cette eau facturée. Mais réellement, ce prix, ce tarif, il est beaucoup plus large et beaucoup plus important que ça, puisqu'on est dans une région aride et semi-aride, et les coûts de renouvellement de cette eau sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, la Tunisie a commencé à dessaler l'eau de mer, ce qui fait multiplier les charges et les coûts de production du mètre cube par 5, voire même 6 par endroit. Alors, deuxième indicateur, qui sont la privatisation des plages, puisqu'on est dans le balnéaire, et la création, l'aménagement du territoire et le choix après les années 70 a été basé par la création de zones touristiques. Samia, une seconde. Désolée, c'est Svetlana. Je viens de recevoir des messages de la part d'audience disant que on ne vous entend plus. Donc, juste, je vous interromps une seconde. Est-ce que les personnes de l'audience... Où est-ce que ça a été fait ? Une seconde. Est-ce que les personnes de l'audience, vous pouvez lever la main si vous nous entendez? Il y a une action sur le panel, lever la main. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Alors, je vois une main levée. Est-ce que les autres, vous pouvez aussi lever la main? Bon, on vient de me dire que le son est revenu, donc navré pour cette interruption. Samia, je vous redonne la parole.
Par contre, où est-ce que ça a été coupé? C'était juste un des participants qui vous entendait plus, donc le problème est réglé. D'accord, très bien. Alors, je reprends par rapport à l'aménagement du territoire et le choix du cas d'aménagement de zones touristiques en Tunisie, qui était basé sur l'exclusion de la population locale sur les plages qui sont exploitées par l'activité touristique balnéaire. Et donc, ce qui a créé sur plusieurs années, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, des frustrations des populations locales qui sont exclues de cette activité touristique. Troisième indicateur, c'est que bien que ce soit une activité importante dans le PIB tunisien, hein, 6 à 7%, et ce n'est pas le cas uniquement de la Tunisie, puisque le tourisme est la première source de devises dans plus de 49 pays, les moins avancés en termes de développement à travers le monde. Et donc, aujourd'hui, on voit, bien que les chiffres en pourcentage de PIB soient importants, le secteur ou le bilan de l'activité touristique pendant 30 ans en Tunisie est soldé par un endettement qui s'élève aujourd'hui à presque 1/10 du budget national et par une précarité de l'emploi qui est expliquée par le facteur, la dépendance au climat, qui vient d'être bien expliqué de la part de Pierre. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, comment faire du tourisme un outil de développement territorial soutenable? Il y a besoin de fédérer et de coordonner tous les acteurs possibles sur un territoire. Parce que, on vient de le voir, la simple existence d'une ressource attrayante, que ce soit le paysage, la biodiversité, la mer, le soleil, ne suffit pas à elle seule à en faire, dans une activité touristique standard ou conventionnelle, de masse, entre guillemets, un outil de développement territorial. Donc il y a besoin de coordonner collectivement les différents acteurs, avec une jonction, une médiation entre le top-down et le bottom-up, les deux approches ascendantes et descendantes du développement, pour que tous les acteurs et surtout les populations locales s'approprient cette ressource territoriale. Il faut amorcer et créer, mais dans des contextes contextualisés, un apprentissage cumulatif pour essayer de valoriser, de combiner les valorisations, de créer une multifonctionnalité de la ressource, mais aussi du territoire, et territorialiser enfin cette ressource. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ceci nous amène ou permettrait théoriquement à produire quelque chose d'authentique qui sera unique, original et qui peut-être pourrait corriger ou remédier à cette baisse de la valeur du produit touristique dans la durée de vie d'un produit touristique à laquelle Pierre vient de faire illusion. Donc, cette démarche pourrait créer du sens, créer un lien entre les populations locales elles-mêmes, entre populations locales et touristes, ce qui n'existe pas forcément actuellement, entre acteurs professionnels, populations locales, associations, chercheurs, etc. Et donc créer de la valeur, créer un lien aussi entre les différentes activités. Et donc on pourrait espérer, dans ces conditions-là, l'émergence de formes nouvelles de marketing identitaire qui seraient un porte-drapeau des territoires, qui serait original, dont la diffusion sera virale et dont les emblèmes seront portés par, et partagés par tous les intervenants sur le territoire. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre ça? C'est un processus de coordination multiniveau et multidisciplinaire qui, dans plusieurs rapports de l'Organisation mondiale du tourisme, selon les contextes et les objets, est appelé tantôt Destination Management Organization, qui a besoin de médiateurs, qui jouerait le rôle de médiateur,
Dans d'autres cas, dans la lutte contre la pauvreté, il est synthétisé sous forme de 7 étapes, soutien politique, nécessité d'identifier les bénéficiaires, etc. Mais dans tous ces cas, il y aura besoin de mettre en place un processus dynamique, de coordonner et de mutualiser tous les intervenants sur un territoire, d'informer et de co-construire le projet territorial dans lequel convergeraient tous les projets individuels avec différentes activités économiques. Il y a un intérêt émancipateur, donc ceci ne pourra se faire que si on renforce les compétences des différents acteurs présents sur un territoire. Et on a vu pendant les 20 dernières années les limites de l'approche participative qui consisterait au simple fait de réunir et d'impliquer les populations locales, mais comme figurants, sans qu'il y ait suffisamment de background ou d'informations ou outillés pour pouvoir discuter les projets et rapprocher les points de vue, d'où l'intérêt et c'est tout l'enjeu de l'agir communicationnel. Donc les compétences requises aujourd'hui sur un territoire et auprès aussi des professionnels du tourisme, mais aussi des personnes et des chercheurs qui s'intéressent au changement climatique, c'est un leadership, une médiation, une communication, une réactivité, une organisation, l'innovation. Il n'y a pas de modèles qui sont transférables d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre, et la stabilité du modèle. Alors, pour terminer, diapositive suivante, et ça sera la dernière. Le développement territorial soutenable par le tourisme ne pourra se faire que en mutualisant les efforts, en créant un sens, un lien et des valeurs. Il pourra se faire aussi bien dans le tourisme de masse que, ou de grand nombre, comme vient de le spécifier Pierre, ou dans des formes de tourisme de niche, notamment l'écotourisme, le tourisme de nature, le tourisme sportif, culturel, etc., de manière incrémentale ou par innovation. Il y a besoin d'une gouvernance collaborative et coopérative. Il y a besoin de co-construire le projet territorial en complémentarité, en créant une multifonctionnalité de l'espace, de la ressource, et imaginer ou faire attention à l'éthique industrielle, l'éthique dans les standards n'est pas l'éthique dans les populations locales et les groupes sociaux. Et j'ose espérer que c'est ce qui pourrait consolider le sentiment d'appartenance des populations locales, ressouder le contrat social qui est aujourd'hui à l'origine d'une grande crise humanitaire que nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci Samia pour cet exemple qui nous montre effectivement à travers vos deux interventions que le cadre est là, c'est-à-dire qu'il y a cette nouveauté du fait et cette opportunité de pouvoir basculer d'une économie touristique conventionnelle qui n'a pas été très soucieuse jusqu'à présent de toutes les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment au travers du changement climatique, vers une économie qui va peut-être pouvoir jouer un levier vertueux de développement des territoires. Alors, je pense et je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est sur votre écran. N'hésitez pas, on les reproduira. Alors, parmi les premières questions qui sont posées et que j'aimerais donc poser rapidement pour tous les deux, c'est de savoir si dans ce cadre, vous avez le sentiment qu'une telle transition peut être opérationnelle vraiment, si vous avez tous les deux des exemples de cette réussite de transition, parce qu'on peut être sceptique, quelque part, si on ne connaît pas très bien le sujet, et dire, bon, bah, tout ça c'est très beau, c'est très théorique, mais dans la pratique c'est irréalisable. Alors je sais que les questions ne se posent pas de la même manière, selon qu'on a affaire peut-être à des pays dits développés et des pays en voie de développement, mais tout d'abord, première question alors à Pierre, est-ce que toi tu penses que dans ces pays dits développés, les territoires sont prêts à pouvoir adapter cette transition pour développer leur territoire?
Bien, merci pour cette question, effectivement, qui est essentielle parce qu'il ne suffit pas de dire, mais il faut faire. Simplement, je vais répondre sur les pays développés puisque je suis interrogé là-dessus, mais juste pour dire que le résultat de mon intervention, c'est plus de 20 ans d'expérience à l'international et j'ai pu essayer de mettre en perspective et d'éprouver un certain nombre de ces principes, aussi bien sur le continent sud-américain que sur le continent asiatique, que sur le continent africain et évidemment que sur le continent européen. Alors, les résultats sont différents. Par contre, on voit bien que les enjeux sont quand même les mêmes. Je prends un exemple très simple. J'ai eu à travailler auprès des Indiens Quechua au pied du Cotopaxi en Équateur. Quand on voit le recul du glacier aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une importance à essayer de modifier un petit peu le fonctionnement et sur la gestion de la ressource en général. Donc, pour répondre, oui, je pense qu'on peut être très optimiste pour deux raisons. D'abord parce que je crois, et je pense quand même que un des résultats de la COP 21, c'est d'avoir bien montré la prise de conscience des uns et des autres qu'aujourd'hui, il fallait quand même changer son mode de fonctionnement. Et une fois que je dis ça, mon propos n'est pas surtout un propos accusateur par rapport à ce qui s'est fait par le passé, parce que peut-être que dans un contexte différent, nous aurions, ou dans le même contexte, nous aurions commis les mêmes erreurs, mais c'est plutôt de se projeter vers l'avenir et de ne pas continuer dans cette direction puisqu'on voit qu'elle pose des problèmes. Donc il y a une prise de conscience. On voit qu'il y a, de la part d'un certain nombre de décideurs dans les collectivités territoriales, une envie d'aller vers autre chose. Il y a une prise de conscience des touristes aujourd'hui qui sont devenus de plus en plus matures par rapport à l'activité touristique et qui commencent à comprendre les enjeux. Mais là, il y a un énorme chantier d'éducation pour bien faire comprendre ce que doit être le tourisme de demain et donc le touriste de demain. Et il y a des acteurs aujourd'hui qui sont prêts et qui se lancent dans des initiatives pour aller dans le sens de la transition touristique telle qu'on l'a évoqué. Juste pour terminer, je disais 20 ans d'expérience. Il me semble que les 4-5 dernières années aujourd'hui montrent une accélération formidable qui n'est peut-être pas perceptible par les acteurs, etc., mais qui par nous, dans la communauté, je dirais, scientifique, avec un peu de distance, il me semble qu'on voit s'accélérer la prise en compte de cette transition touristique qui parfois est faite sous le coup du bon sens, parfois est faite de manière réfléchie, parfois elle est faite sous le fruit du hasard, mais je crois qu'on est à un tournant. Par contre, je crois que le défi du XXIe siècle, c'est de ne pas rater ce tournant. Voilà, parce qu'après, il me semble que la solution sera beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Alors, même question, merci Pierre, hein, pour Samia. D'ailleurs, question qui est relayée sur le chat. Le côté opérationnel, alors peut-être sur l'exemple de la Tunisie, est-ce que la Tunisie, qui, tu l'as bien dit, s'est focalisée sur le tourisme parmi ses développements, est-ce qu'elle peut, selon toi, elle est prête à opérer une transition comme celle-là? Alors, moi, je commencerai justement par le cadre international. Peut-être qu'il est important de rappeler que le secteur du tourisme est responsable aujourd'hui, on estime sa contribution à 5% des émissions CO2, qui sont composées à peu près à 40% de ces 5% par le transport aérien, 30% par le transport terrestre sur place et 20% pour l'hébergement. Juste un indicateur par rapport à l'Europe, puisqu'il est difficile de collecter ces informations ailleurs. Les hôtels sont classés parmi les bâtiments de service les cinquièmes au monde, polluants et émetteurs de CO2. Juste à titre indicatif, l'Europe en compte 5,5 millions de chambres d'hôtel en moyenne. Et sachez qu'en une année, les dégagements de gaz à effet de serre, de CO2, sont équivalents à peu près plus de 160 jusqu'à 220 kilos par mètre carré de chambre d'hôtel, ce qui est énorme. Donc, il y a besoin dans ces pays, au nord,
de réviser la forme, d'essayer de réduire l'impact sur les émissions CO2 et donc, par conséquent, le réchauffement climatique et les changements climatiques. J'arrive au cas de la Tunisie. La Tunisie a focalisé ses choix, et je suis tout à fait d'accord avec Pierre que ces choix étaient bons dans leur contexte et à leur moment, et qu'ils ne le sont plus aujourd'hui, c'est qu'elle a fait le choix à miser sur le tourisme balnéaire. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire, avec 30 ans d'exercice, des externalités négatives, la gestion des déchets qui n'est pas toujours assurée, une frustration de la population locale. Vous savez très bien la crise aujourd'hui que vive la jeunesse tunisienne avec la rupture du contrat social et donc l'adhésion à d'autres référentiels terroristes et extrémistes, qui est le cas aussi dans d'autres sociétés. Et donc, il y a besoin de reconstruire ce lien social. Alors, l'État se fait, le constat est double. D'abord, il y a une demande nouvelle vers d'autres formes de tourisme autres que le tourisme balnéaire, donc une recherche d'authenticité, une recherche d'expérience, une recherche de la nature, un retour vers cette nature. Et en même temps, il y a ce besoin de développer des territoires reculés, de préserver les écosystèmes. Donc, c'est tout l'enjeu, toute la difficulté. Comment faire? On ne pourra plus concevoir et planifier le tourisme avec une approche descendante, dictée par les standards et la demande centrée sur les clients, sur le touriste. Aujourd'hui, on a besoin de réviser cette démarche, d'innover avec d'autres approches, créer une originalité, identifier l'originalité sur un territoire, essayer de rendre l'activité, de la valoriser, entre autres, avec une activité touristique complémentaire, mais ceci ne veut en aucun moment dire qu'on va rompre avec le tourisme de masse balnéaire. Non, il faudra le rendre plus soutenable, plus durable, parce que sinon on ne peut pas continuer à fonctionner de la même manière, et créer ou renforcer l'attractivité par d'autres formes de tourisme et réduire ce risque climat en optant vers d'autres formes de tourisme qui seraient moins affectées par le climat et ce facteur qui était prédominant dans la demande touristique et l'offre touristique, donc par conséquent jusqu'à maintenant. Merci Samia. Alors parmi les questions qui nous arrivent, peut-être la plus récente, mais je vais revenir à celle précédente. Par quoi on commence? Demande Sarah, concrètement, en gros, et puis bien sûr elle fait une remarque qui est justifiée, hein, même le tourisme à petite échelle n'est pas nécessairement durable, effectivement. Mais par quoi on commence? Et puis quel est le rôle des responsables politiques, pose une autre question, sur les territoires. Pierre, peut-être tu peux répondre à ces questions? Amener des éléments de réponse. Donc d'abord c'est une très bonne question, pleine de bon sens. Par quoi on commence? Donc c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement. Je pense qu'un des enjeux dans toute forme de transition d'ailleurs, mais j'allais dire quand il y a une transition, ça veut dire que nous passons d'une période donnée à une nouvelle période. Et je dirais souvent la nouvelle période, on va la maîtriser parce qu'elle a été réfléchie, elle a été pensée. La grande difficulté, c'est comment on bascule d'une période à une autre. Donc c'est cette question de la transition. Donc il ne faut pas, je pense, être trop naïf. Cette transition va nécessiter, je dirais, des concessions de la part des uns et des autres. De la part des acteurs et des acteurs privés qui vont peut-être devoir investir, de la part des décideurs qui vont peut-être devoir faire aussi peut-être un peu leur autocritique ou changer leur registre de référence par rapport à la mise en œuvre de leur politique publique, et de la part des touristes sur leur comportement. Par contre, je pense qu'un des enjeux, j'ai essayé de dire dans ma première intervention tout à l'heure de 15 minutes, que un des grands enjeux, c'est certainement de faire en sorte que l'activité touristique ne soit pas en mono-activité sur un territoire, et si possible qu'elle ne soit même pas l'activité la plus importante, sauf dans des cas particuliers, mais qu'elle soit l'activité complémentaire. Donc je crois qu'une des premières phases, c'est de recréer un tissu économique, et j'espère que Samia ne me démentira pas sur la Tunisie, un tissu économique qui
renforce les autres secteurs d'activité et qui fait diminuer la part prise par le tourisme dans le secteur activité et dans le processus de développement. De telle manière qu'on va diminuer cette pression et ça va nous faciliter la transition. Et quand je dis faciliter la transition, c'est que ça permettra peut-être dans une phase un peu de turbulence de transition à des populations locales de vivre autre chose que uniquement de l'activité touristique. Et ensuite pour les responsables, mais je dirais aujourd'hui, mais je crois que j'espère que un webinaire comme aujourd'hui contribue, mais un certain nombre d'éléments de travaux qui sont menés, de réunions, de colloques, et puis il y a une prise de conscience parce que quand même certains décideurs sont proches du terrain, et ils les voient bien les enjeux, les problèmes sociaux que ça pose, les problèmes environnementaux que ça pose. Donc, comme je le disais tout à l'heure précédemment, je pense qu'il y a une prise de conscience et je suis étonné, et c'est jamais trop, mais de l'accélération de la prise de conscience. Mais je crois qu'il va falloir aussi que les chercheurs et les experts aillent aussi vite dans leurs propositions et soient des acteurs, je dirais, majeurs dans le changement de la transition, parce qu'il va falloir accompagner les décideurs, parce que le système aujourd'hui devient extrêmement complexe. Certes, mais Samia, est-ce qu'on vraiment on assiste à un investissement de la part des pouvoirs publics territoriaux et des acteurs professionnels concernés par le tourisme dans cette transition? Ou est-ce qu'il y a cette volonté, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir se rendre opérationnels dans cette transition, faute de formation, faute d'information? Est-ce que tu peux répondre à ces questions-là? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on vit une ébullition et l'apparition, tous les jours, on entend des initiatives, sauf que ces initiatives restent cloisonnées, unilatérales, généralement uniacteurs. Les pouvoirs publics aujourd'hui, dans leur mode de fonctionnement, dans leur structure actuelle, n'ont pas de canaux possibles pour faire monter l'information, donc des canaux de communication avec les différents acteurs, et encore moins des procédures. Et c'est un peu long. Donc aujourd'hui, il y a besoin de médiateurs, qui ne seraient pas du tout les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont indispensables, mais ils ne sont pas les seuls acteurs. Donc aujourd'hui, on a besoin de créer ou de voir émerger des médiateurs de cette activité ou médiateurs territoriaux pour fédérer tout ce qui se fait, pour fédérer tous les acteurs et capitaliser sur tout ce qui se fait. On doit imaginer, innover, mettre en place des canaux de communication ascendants et descendants, des outils du travail ensemble, chose qui n'existe pas forcément actuellement, et innover sur les produits touristiques et sur les combinaisons possibles. Et là aussi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, que je crois que je l'ai précisé aussi pendant mon intervention, il y a besoin que le tourisme ne soit plus une activité économique à part, unique, voire même unique sur un territoire, mais complémentaire avec d'autres activités économiques humaines. Là, tout est à réinventer, hein, mais les volontés, elles sont là, dans tous les acteurs. Le diagnostic, il est partagé dans sa globalité, même si le diagnostic il est toujours approché avec une approche unidisciplinaire ou focalisée sur l'approche économique, il y a besoin aussi de fédérer et de capitaliser. Médiation, fédération et capitalisation sont nécessaires et innover et compter sur l'intelligence territoriale. Alors, est-ce que Pierre et Samia, vous assistez à cette médiation qui pourrait porter ces mots-clés? Est-ce que vous assistez à des programmes qui mettent en place ce type de médiation? Pierre? Oui, je peux répondre, alors j'allais dire presque très précisément, puisque pas plus tard que hier, j'étais sur un territoire de montagne qui réfléchit sur sa transition touristique. Et effectivement, la décision qui a été prise hier soir en fin de séminaire par la société civile qui était présente
par les représentants syndicaux, par les élus qui étaient là, etc., c'est de mettre exactement ce que vient de dire Samia, de mettre en place un système de médiation territoriale pour essayer de mettre en place cette transition, la complémentarité de l'activité touristique avec les autres secteurs d'activité, rééquilibrer l'économie du territoire et avec un enjeu qui est l'amélioration du bien-être des populations locales, mais qui passe dans une zone de montagne, par exemple, par des défis importants à relever. Aujourd'hui, c'est une désertification de ces territoires et il va falloir trouver je dirais, les bons moyens de médiation, parce que si la transition touristique fait son effet et produit son effet, si les autres secteurs d'activité se développent, il va y avoir une arrivée de populations supplémentaires et un des freins aujourd'hui dans ces territoires, ça va être la cohabitation avec les habitants de la vallée et les nouveaux habitants de la zone de montagne et les nouveaux habitants qui arrivent. Et donc, je suis ravi qu'à la suite du séminaire, on a une première illustration et dans le mois qui vient, un système et un dispositif de médiation territoriale va se mettre en place. Je crois que c'est indispensable et ce qu'a dit Samia est fondamental pour la transition. Alors soyons fous, Samia, est-ce qu'on peut imaginer ce genre de médiation à l'international? Est-ce qu'on peut imaginer une organisation qui puisse fédérer des expériences dans le monde qui pourraient être emblématiques de cette transition et montrer tout le potentiel qu'il y a à développer les territoires avec ce tourisme-là? Je crois, et je reviens à une phrase ou à une idée que j'ai développée au tout début de mon intervention, c'est l'avènement des TIC, des technologies de l'information et de la communication. On voit depuis, au cours de cette dernière, l'apparition de moyens TIC, de plateformes collaboratives, de partage d'informations, de réseaux professionnels et de réseaux sociaux qui sont impressionnants pour révéler justement et partager des innovations. Mais ceci n'empêche que, plus que jamais, il faudra distinguer deux choses, à mon avis. Le fait de raisonner local n'occulte pas, on ne ferme pas la porte sur l'enrichissement par un regard extérieur. Le regard d'expertise doit être extérieur, doit être un regard qui permettrait de révéler les potentialités ou d'aider dans le diagnostic. Donc ce regard externe, il est indispensable. Mais le montage de ces modes de gouvernance, de ces processus, de ces procédures ne pourrait être pertinent et vecteur de développement territorial durable que s'ils sont contextualisés. On vit aujourd'hui une mutation multiple, des transitions multiples, une transition énergétique, une transition, un changement climatique, une transition politique, une transition économique. Et je crois qu'on est en train de vivre quelque chose une effervescence impressionnante. Alors, il y a tout le besoin de s'ouvrir sur le monde extérieur. Et je crois que avec Defimed, avec Pierre, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et l'Université de John Douba, l'expérience que nous avons vécue et lancée depuis 2013 d'un MOOC, un cours ouvert pour tous, gratuit, qui mutualise les efforts et les regards et les opinions, un regard transdisciplinaire, multi-acteur sur l'activité écotouristique, est un exemple à suivre, chacun dans son domaine, chacun dans ses compétences. Le webinaire aujourd'hui est une forme de capitalisation, de mutualisation. Alors, on est en train de voir cette effervescence. Maintenant, il faudra capitaliser sur ça, il faudra des plateformes de révélation à l'international, mais il faudra aussi des systèmes d'information territoriaux et locaux, il faudra des canaux, des médiateurs et un partage sur les expériences. Mais je crois que le temps des modèles et des standards à grande échelle est révolu et qu'on revient de plus en plus vers cette nature humaine. Et je ne me rappelle plus du nom du philosophe, mais il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui est historienne, non, anthropologue, et qui me disait que l'homme, il est constitué pour pouvoir vivre en petits groupes
et que cet agrandissement des sociétés qui le fait perdre et qui ne retrouve plus ses repères. Et donc il y a ce retour vers les repères. Très bien, et on arrive à la fin de ce débat. Allô? Qui était toujours enrichissant. Oui, on t'a entendu, Samia, avec des toutes petites coupures. Voilà, mais en tout cas, c'était bien intéressant. On peut peut-être préciser, puisque Defimed participe à ce webinaire, et merci encore à l'UNEP pour avoir collaboré, nous avoir invités à collaborer, que Defimed lance le défi de mettre en réseau sur le bassin méditerranéen la transition du tourisme à travers des dispositifs outillés, à travers un dispositif de développement territorial mis en place par STIA. Donc allez sur notre site et regardez le programme Chemin notamment, et vous pourrez découvrir ce qu'on va mettre en œuvre, et qui est un vrai défi mais assez passionnant à monter. Voilà, donc je pense qu'on peut encore peut-être poser une petite question pour 2 réponses courtes de votre part, parce qu'il reste 4 minutes et qu'on n'est pas interrompu par Svitlana. Alors on en profite. Peut-être pour chacun nous donner, vous avez déjà un petit peu évoqué, mais une expérience qui pourrait être indicateur de cette transition et qui vous paraît intéressante pour vos propos, pour défendre vos propos. Une expérience locale que vous pourriez citer qui vous a marqué. Alors, on peut commencer par Oui, si on commence par moi, je prendrai un exemple que l'on a essayé de travailler dans le cadre de cette transition. C'est l'exemple que l'on a conduit avec ma collègue Myriam Bertrand de l'Université autonome de Mexico. On a travaillé sur la question du patrimoine gastronomique dans la province de Oaxaca au Mexique, avec, je dirais, un dispositif assez simple, un point de départ qui était par contre assez particulier, c'était la question du traitement notamment de l'obésité au Mexique, mais on a travaillé avec les communautés indiennes de la province, et on a travaillé à partir d'un inventaire du patrimoine gastronomique. On a participé à la remise en culture d'un certain nombre de productions, et on a utilisé l'activité touristique, notamment avec l'association des chefs cuisiniers de la province de Oaxaca et du Mexique plus largement. On a participé avec cette activité à la valorisation de ces produits touristiques qui ont permis une réappropriation par les acteurs du territoire de leur cuisine traditionnelle et de leur activité agricole. Donc on a bien ainsi recréé je dirais, une polyvalence d'activités agriculture et tourisme, et le tourisme tout d'un coup devient un élément de valorisation qui permet la réappropriation par le territoire de sa gastronomie, mais de son territoire, et surtout l'acceptation de l'activité touristique. Donc c'est une expérience qui a maintenant 2 ans et qui commence à porter ses fruits. On avait déjà conduit ce type d'opération ailleurs, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer sur la transition touristique. Samia, tu as un exemple? Moi, je prendrais l'exemple, en fait 2 exemples. L'exemple d'Ecobénin, et on a eu un témoignage l'an passé, si tu te souviens, Eric, avec un intervenant lors d'un webinaire au MOOC, l'expérience d'Ecobénin et comment la valorisation des écosystèmes, l'implication des populations locales arrive à amorcer un développement local durable ou soutenable par une activité touristique qui rompt avec l'image des safaris des années du siècle passé. Le deuxième exemple, c'est une étude qu'on avait menée dans le cadre de nos activités de recherche sur les initiatives un peu qui émergent avec le tourisme alternatif, entre guillemets, ce qui est appelé tourisme alternatif en Tunisie et au Maroc, c'est les nouvelles formes de tourisme de nature et d'écotourisme. Et nous avons observé des indicateurs d'employabilité des femmes, d'employabilité de cadres qualifiés et de main-d'œuvre qualifiée, et de non-précarité de l'emploi. Et je crois que
des initiatives pareilles, même si le cadre n'est pas encore au point et même si mais ça va suivre, le cadre institutionnel et les lois ne sont pas sont en cours d'élaboration et ne sont pas complètes actuellement en Tunisie, mais je crois qu'on est en train de vivre une ère nouvelle. Très bien, c'est très porteur. Svitlana, il y a une dernière question qui est parvenue. On a le temps de la poser ou pas? Oui, oui, pas de souci, bien sûr. Alors, elle émane de notre ami Gérard Ruiz. Gérard demande si la médiation, qui est certes nécessaire, suffit, et qu'il ne faudrait pas non plus penser un système de pilotage qui lève les freins de toutes sortes qui se révèlent effectivement dans les projets territoriaux. Et ces freins-là montrent bien qu'il y a nécessité dans le pilotage de penser une dimension, une vision de long terme. Et cette vision, elle n'est pas toujours perçue localement. Alors, qui pourrait prendre en charge ce pilotage et le mener? Qui serait légitime? Pierre, peut-être tu peux essayer d'y répondre. Oui, oui, donc je suis ravi de la question de Gérard Ruiz que je salue. Donc il a tout à fait raison et surtout de considérer effectivement qu'il y a dans le cadre d'une transition, mais de tout phénomène d'ailleurs, une vision de court terme et une vision de long terme. Effectivement, on est aujourd'hui dans un, je dirais, dans une difficulté pour la vision de long terme. Il me semble qu'un des enjeux pour l'activité touristique qui est de l'absence de vision de long terme pour cette activité, c'est qu'il y a un déficit d'appropriation souvent de l'activité touristique par les acteurs du territoire. Quand je dis les acteurs, c'est essentiellement la population, pour diverses raisons que je ne développerai pas là parce que ça serait trop long. Donc il me semble que la médiation peut être effectivement la réponse de court terme et c'est elle qui va peut-être permettre, entre autres, une prise de conscience des populations de cette vision de long terme, une réappropriation du territoire par les habitants qui vont avoir envie de penser leur développement et je pense qu'il va falloir aller, alors on utilise le terme de démocratie participative, j'ai un peu de mal avec ce concept-là, mais peut-être des structures mixtes qui vont associer à la fois la société civile, qui reste, elle, sur le territoire, des acteurs qui peuvent rester mais qui peuvent être changeants sur un territoire et surtout des décideurs qui, eux, sont liés à des mandats électoraux et donc qui ont souvent des visions de court terme. Et je pense qu'il faudra ces structures mixtes et donc ça veut dire que chacun va aussi devoir réviser sa, je dirais, sa relation au pouvoir. Ça veut dire que peut-être que l'élu sera décideur évidemment dans le cadre de sa compétence d'élu, mais il ne sera peut-être pas le seul décideur du développement du territoire. Et l'habitant, il pourra être décideur puisqu'il est l'habitant du territoire, mais lui aussi devra partager la décision. Donc je pense qu'on a à imaginer des structures de gouvernance, j'allais appeler ça des suprastructures, qui viennent, une suprastructure qui vient assurer la continuité et la vision de long terme. Je n'ai pas le temps de le développer, mais une expérience comme ça a été conduite dans un village de montagne et ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça fonctionne et les résultats sont quand même étonnants. Quelques difficultés avec le micro pour terminer. Merci Pierre pour cette ultime intervention. Merci à tous les deux. Je dois dire que j'ai le bonheur depuis plusieurs années de vous côtoyer. C'est toujours aussi enrichissant. Et en plus de vous avoir ensemble, j'espère que ça a été partagé par nos auditeurs. Et puis merci bien sûr à l'UNEP pour ce partage international et qui nous permettra, je l'espère, de pouvoir poursuivre ces échanges et cette collaboration. Alors à bientôt à tous. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt pour les prochains webinaires.